Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau cold case. Un cold case toujours irrésolu à ce jour. Les meurtres du lac Bodom en Finlande. Au petit matin de juin 1960, un inconnu a attaqué 4 adolescents qui campaient sur les rives du célèbre lac Bodom en Finlande. 3 d'entre eux sont morts. Un a survécu. Et l'auteur de ces meurtres brutaux reste encore à ce jour inconnu. À une vingtaine de kilomètres d'Helsinki se trouve la petite ville d'Espoo en Finlande. Elle se trouve près du lac Bodom, un endroit d'une beauté tranquille et discrète. Cependant, en 1960, un triple homicide a entaché à jamais l'héritage de ce lac. 4 adolescents, composés de 2 couples, ont monté des tentes sur la rive du lac Bodom en début de soirée le 5 juin 1960. Il s'agit de Seppo Bosman, de Tuliki Maki et de Nils Gustafsson et Irmel Björklund. Les 2 garçons avaient 18 ans, les filles avaient 15 ans. À 22h30, les 2 couples se sont couchés. Ce qui s'est passé entre ce moment et le lendemain matin reste un mystère, mais vers 11h le 6 juin, un homme qui se baignait dans le lac Bodom a fait une découverte macabre. Il est tombé sur ce qui semblait être 4 cadavres. Quelqu'un avait attaqué les adolescents à travers la toile de leur tente, laissant 3 morts et un à peine conscient. Tous présentaient de multiples ecchymoses et des coups de couteau, y compris Nils Gustafsson, toujours vivant, découvert allongé sur le toit de la tente avec sa petite amie Björklund. Maki et Boisman étaient tous 2 morts à l'intérieur. La tente semblait déchirée en lambeaux et plusieurs produits appartenant au groupe, notamment des vêtements, de l'argent, semblaient avoir été volés. Le tueur a dérobé plusieurs effets personnels des victimes, notamment leur portefeuille et quelques vêtements. Certains de ces vêtements, ainsi que les chaussures de Nils Gustafsson, ont été retrouvés plus tard, à moitié cachés, à environ 500 mètres du site. D'autres objets, comme la veste en cuir de Seppo Bosman, n'ont jamais été retrouvés. Les traces de sang montrent que le tueur portait des chaussures. Les chaussures de Nils Gustafsson. Étonnant. Les victimes. Maël Irmel Björklund, poignardé et matraqué. Anja Tuluki Maki, poignardé et matraqué. Seppo Antero Boisman, poignardé et matraqué. Nils Gustafsson a survécu après avoir subi une commotion cérébrale, des fractures de la mâchoire et des os du visage, ainsi que des contusions au visage. La police a découvert que l'agression du groupe s'était produite entre 4h et 6h du matin, probablement à l'aide d'un couteau et d'un objet contendant. Cependant, la police n'a pu déterminer l'arme du crime qui a blessé mortellement les 3 victimes. En fait, la police n'a même jamais retrouvé d'arme du tout. Des vêtements appartenant au groupe ont été retrouvés couverts de sang à environ 500 mètres du lieu du meurtre. Plus étrange encore, le tueur avait volé les clés de la moto de Boisman, mais pas le véhicule lui-même. La police a fait appel à l'armée pour fouiller les lieux, à la recherche de produits manquants, mais très peu de choses ont été découvertes. Les autorités ont également fait preuve de négligence en ce qui concerne le site du meurtre, laissant par inadvertance la presse et les citoyens inquiets le piétiner. On pense que cela a pu perturber certains éléments de l'enquête et des preuves. L'autopsie d'Irmel Björklund a révélé qu'elle avait reçu le plus grand nombre de coups de couteau et qu'elle avait été découpée post-mortem. En comparaison, les autres victimes avaient été tuées avec beaucoup moins de brutalité. La police a reconnu de nombreux suspects comme pouvant être responsables des meurtres du lac Bodom, y compris la victime survivante, Nils Gustafsson. Le récit limité de Gustafsson
sur la nuit est due au fait qu'il a affirmé avoir été attaqué en premier. Il a déclaré à la police qu'il avait été désorienté et que le tueur, quel qu'il soit, avait cru que Gustafsson était mort, alors qu'il attaquait le reste du groupe. Il a affirmé avoir vu le tueur vêtu de noir et de rouge vif, juste avant qu'il n'attaque le groupe. Plus étrange encore, plusieurs personnes ont avoué être le meurtrier du lac Bodom. Cependant, il a été prouvé que toutes les personnes qui ont avoué se trouvaient ailleurs la nuit des faits. Deux personnes étaient en train de pêcher. Les deux jeunes hommes qui pêchaient sur les bords du lac Bodom lors des meurtres n'ont jamais été identifiés. Ils ne se sont jamais manifestés auprès de la police, bien que la question a été posée à plusieurs reprises. Ce qui est étrange, c'est que les deux hommes ont laissé derrière eux les poissons qu'ils avaient pêchés. Mais on ne sait rien du tout d'entre eux. Pauli Luoma. La police a d'abord recherché un homme qui avait été repéré dans la région et qui portait un sac appartenant aux victimes. Il portait une barbe noire et marchait avec un vélo. Il avait également été aperçu sortant de la forêt avec une chemise ensanglantée. Pauli Luoma, un fugitif d'un camp de travail, avait un alibi cette nuit-là. Il se trouvait à Ottanniemi au moment des meurtres. Ottanniemi se trouve à 19 km du lac Bodom, ce qui représente un trajet au mieux de 23 minutes. Pentti Swaninen, premier suspect, un criminel violent, a revendiqué les meurtres auprès d'un codétenu de sa prison au milieu des années 1960. Swaninen vivait en effet près du lieu du crime. Cependant, il devait avoir 14 ans à l'époque. Il est improbable qu'un enfant de 14 ans puisse maîtriser 4 personnes d'âge similaire et encore moins qu'il puisse le faire sans laisser de traces. Mais Pentti Sonninen s'est pendu le 6 juin 1969, le jour du 9e anniversaire des meurtres. Karl Valdemar Gillström était le suspect le plus probable aux yeux de la police. Selon certaines sources, Gillström aurait avoué les meurtres à son voisin, alors qu'il était en état d'ébriété, bien qu'il les nie ensuite. Gillström, un homme rancunier, vouait une haine intense aux enfants et aux campeurs. Plusieurs jours après les meurtres, Gillström a été vu en train de couler du béton dans un puits situé dans son jardin, ce qui, selon certains, pourrait avoir été l'occasion pour lui de se débarrasser des armes du crime ou de produits appartenant aux victimes. Bizarrement, la police n'a jamais donné suite à cet incident. La femme de Gillström a fourni son alibi pour la nuit des meurtres, affirmant qu'il était au lit toute la nuit avec elle. Cependant, elle s'est rétractée par la suite, affirmant que son mari avait menacé de la tuer si elle l'impliquait dans ses meurtres. Certains habitants ont également déclaré avoir vu Gillström rentrer chez lui aux premières heures de la matinée du 6 juin. Mais en raison de la nature violente de Gillström, ils n'ont pas osé appeler la police. L'implication éventuelle de Gillström dans l'affaire s'est rapidement arrêtée, car comme Pentti Sonninen, Gillström s'est également suicidé en 1969. Lors d'un échange particulièrement obsédant, Gillström a dit à un de ses amis, Björge, qu'il a tué les adolescents, mais Björge ne le croyait pas. Lorsque Gillström lui a demandé ce qu'il devrait faire s'il était responsable, Björge lui a répondu « Tu devrais te noyer, car tu passeras le reste de ta vie en prison. » Quelques heures plus tard, Gillström est retourné au lac Bodom, où il s'est suicidé par noyade. Hans Assmann, un espion du KGB, est devenu un suspect important dans le massacre du lac Bodom. Le 6 juin 1960, Assmann arrive à l'hôpital chirurgical d'Helsinki dans un état de délire extrême. Ses vêtements étaient couverts de taches rouges. Il parlait d'une façon incohérente et ses ongles étaient noirs et sales. À certains moments,
Assmann a fait semblant d'être inconscient afin de manipuler les médecins pour qu'ils le voient plus rapidement que les autres patients. Lorsque cela n'a pas fonctionné, Assmann est devenu hostile envers le personnel et les patients. Et on lui a demandé ensuite de partir. Il est intéressant de noter que le matin des meurtres du lac Bodom, 2 enfants ont affirmé avoir vu un homme blond s'enfuir de la scène de crime à peu près à l'heure où les meurtres ont eu lieu. Il s'avère que Assmann avait de longs cheveux blonds à l'époque. Lorsque cette information a été rendue publique, Assmann se serait rasé les cheveux. En outre, les vêtements que portait Assmann lorsqu'il est rentré à l'hôpital correspondent à la description de Nils Gustafsson. Assmann vivait dans la région du lac Bodom et son comportement à l'époque des meurtres a éveillé beaucoup les soupçons. De nombreux inspecteurs pensaient qu'Assmann était impliqué d'une manière ou d'une autre dans les meurtres, même s'il n'en était pas directement responsable. De plus, Assmann avait déjà été soupçonné de meurtre par le passé. Après les meurtres du lac Bodom, l'affaire Aulkiliki Sarl est devenue l'une des plus célèbres de l'histoire finlandaise. Il s'agit du meurtre d'une jeune Finlandaise de 17 ans en 1953 pour lequel Assmann est devenu là encore un suspect majeur. La police l'a également associé à au moins 3 autres affaires non résolues. Nils Gustafsson enfin. Après l'incident, il a mené une vie normale pendant plus de 40 ans. Il s'est marié, a eu 2 enfants et s'est retiré de la vie professionnelle. Cependant, en 2004, la police finlandaise a rouvert l'affaire à la suite de découvertes de nouvelles preuves ADN. La police a trouvé des échantillons de sang de chacune des victimes sur les chaussures de Gustafsson. Elle a également établi que le tueur, quel qu'il soit, portait les chaussures de Gustafsson pendant ou après les meurtres. La théorie avancée par la police est que Gustafsson a piqué une crise de jalousie à la suite d'un incident avec sa nouvelle petite amie, Irmel Björklund. Il n'y a pas de détails spécifiques sur ces raisons, ni sur celles qui ont poussé Gustafsson à exploser de la sorte. Néanmoins, un réexamen de l'affaire a été autorisé sur la base de nouveaux éléments de preuve. Pour expliquer pourquoi Gustafsson souffrait également de multiples blessures, la police a proposé que Gustafsson se soit poignardé et meurtri lui-même pour donner l'impression qu'il était l'auteur, ou plutôt qu'il était la victime d'un rôdeur, on va dire. C'est la petite amie de Gustafsson, Björklund, qui a reçu le plus grand nombre de coups de couteau, ce qui laisse supposer une vendetta personnelle. Il est peu probable que Gustafsson ait été poussé à de telles extrémités par une simple jalousie d'adolescent. Mais qu'est-ce qui a pu le pousser, si c'est lui, à agir de la sorte? En octobre 2005, le tribunal a acquitté Gustafsson de tous les chefs d'accusation. Donc, retour à la case départ. Un autre élément mystérieux des meurtres du lac Bodom provient d'une photographie funéraire particulière. Lors de son interrogatoire, Nils Gustafsson a été mis sous hypnose et on lui a demandé de retracer les événements avec plus de détails possible. Après s'être souvenu de l'apparence de son agresseur présumé, il a dicté sa description à un artiste qui a réalisé un portrait robot de l'homme. Plus tard, lors des funérailles d'une des victimes de Bodom, quelqu'un a pris une photo montrant un homme ressemblant trait pour trait au portrait robot. L'identité de cet homme mystérieux reste toutefois inconnue. Certains pensent que l'étrange personnage est Hans Assmann, mais d'autres sources affirment qu'Assmann n'a pas assisté aux funérailles. Quelques années plus tard, entre le 3 et le 6 juin 1972, Gillström annonce dans la lettre accompagnant son suicide qu'il est le meurtrier du lac Bodom. Il fut établi que l'homme, un Suédois, avait travaillé dans un kiosque près du lac et que les victimes étaient des clients à qui il avait vendu de la limonade. Par ailleurs, il était de notoriété publique que le gérant
ne supportant pas la présence des campeurs, commettaient des actes de sabotage sur leurs tentes, leur jetaient des pierres lorsqu'ils passaient à vélo ou d'autres actes du même type. La police, déjà sceptique car l'homme était connu pour ses troubles mentaux et ses problèmes d'alcool, a cependant constaté après enquête que le gérant avait un alibi. Il dormait chez lui avec sa femme, qui a déclaré sourcèrement qu'elle l'avait à ses côtés le soir du massacre. L'homme a néanmoins avoué à 3 reprises à des voisins qu'il était l'auteur du meurtre, mais la police a qualifié tout cela de bavardage d'ivrogne. L'enquête de police à cet égard a été critiquée car, outre le fait qu'elle a ignoré les aveux de l'homme, elle n'a jamais procédé à des tests ADN comme elle l'a fait pour d'autres suspects, alors qu'il existait une possibilité technologique bien des années plus tard. La barrière de la langue, de nombreux policiers qui ont suivi l'enquête ne parlaient pas suédois, est considéré comme un autre facteur qui a contribué à ce que l'enquête sur cette piste ne soit pas approfondie. En 2003, le neurologue Jorma Palo a publié sa théorie du meurtre. En 1960, Palo travaillait comme médecin à l'hôpital d'Espoo et quelques jours après le meurtre, il s'est souvenu d'avoir traité un homme très suspect en raison de certaines blessures. Il s'agissait là encore de l'allemand Hans Assmann, un espion présumé du KGB. À côté de la tente, une tête d'oreiller a été trouvée, enveloppée et attachée avec un élastique. Cet élément de preuve allait s'avérer très déroutant pour les enquêteurs et plus tard pour le tribunal. Des traces de sang et de sperme ont été trouvées sur le tissu. Il n'a pas été possible de déterminer le donneur du sang, mais il pourrait s'agir d'un mélange de plusieurs victimes au final. Cela aurait brouillé le type de test effectué en 1960 et pourrait ne pas indiquer un donneur identifié. Le sperme n'a pu être associé à aucun des adolescents, ce qui pose un problème là aussi important. Alors, que penser? Et puis, il y a eu l'arrestation de Gustafsson. Fin mars 2004, près de 44 ans après les faits, Neil Gustafsson a été arrêté sous l'inculpation de meurtres multiples. Début 2005, le Bureau national d'enquête a déclaré l'affaire close sur la base de l'enquête sur les taches de sang. Neil Gustafsson, le survivant, aurait fait preuve d'un zèle particulier en raison de sa jalousie à l'égard de sa nouvelle petite amie, Maila Immer Boklund. Elle aurait été poignardée à plusieurs reprises après le coup fatal, tandis que les 2 autres auraient été tués moins sauvagement. Les blessures de Gustafsson, bien que visibles, auraient été moins graves. Le 4 août 2005, le procès s'est ouvert. Le procureur a requis la prison à vie pour le triple meurtre, arguant de nouvelles analyses ADN montrant que Gustafsson était l'auteur matériel du crime. En revanche, la défense a fait valoir que les blessures de Gustafsson étaient du même type et infligées avec la même violence que celles pour les autres adolescents, et que par conséquent, le meurtrier ne pouvait être qu'une autre personne extérieure au groupe des 4. Le 7 octobre 2005, Gustafsson est acquitté de tous les chefs d'accusation. Le procureur n'a pas jugé bon de faire appel. Depuis plus de 50 ans, les parents avertissent ces enfants finlandais de bien se comporter. Sinon, ils pourraient être aussi eux victimes, de nouvelles victimes, du meurtrier fantôme du lac Bodom. Il est devenu une sorte de croque-mitaine en Finlande, une figure surnaturelle qui attaque les enfants turbulents depuis l'ombre. La plupart des personnes impliquées dans les mystérieux meurtres du lac Bodom sont aujourd'hui décédées, emportant dans leur tombe le peu de connaissances qu'elles avaient de l'incident. Le tueur ne sera probablement jamais traduit en justice, et la question de savoir qui a brutalement assassiné 3 adolescents il y a 50 ans devrait rester sans réponse. Alors, essayons de voir, non pas ce qui s'est passé, on le sait, mais le lien
de chacun des protagonistes, Gustafsson, Assmann et d'autres. Essayons de comprendre, car forcément, plus le temps passe et plus ce sera difficile de comprendre ce qui a pu se passer un soir de juin en Finlande. Avouez, c'est tout de même une bien étrange affaire. Alors, comme promis, on va essayer d'interroger l'oracle sur chacun des protagonistes. On va tout de suite laisser tomber pour Pauli Luoma. Il n'était pas sur place. À 19 km de là, on peut l'éliminer. Regardons Pentti Sonnion. Désolé pour la prononciation. Quel lien a-t-il avec cette affaire? L'oracle montre qu'il a une opportunité. Bien sûr, ça ne fait pas de lui un coupable. Mais ça montre tout de même qu'il avait la possibilité de tuer ses enfants, ses adolescents, et de blesser Gustafsson. Seulement, il avait 14 ans. Comment peut-on imaginer un adolescent de 14 ans tuer deux jeunes filles de 15 ans et deux garçons de 18 ans? Certes, dans leur sommeil, mais avec une telle sauvagerie. Toutefois, ne pas oublier qu'il s'est pendu le 6 juin 1969, à la date anniversaire. On va garder cette carte ici. La carte hasard montre vraiment l'opportunité. On va passer au suivant. Gillström. Quel lien Gillström avait-il avec cette affaire? Aucun. Il a eu beau s'accuser, il n'a aucun lien avec cette affaire. Que ce soit un sale type, sûrement, peut-être, je ne le connais pas, et puis peu importe. Mais vous voyez, campagne santé, il n'était pas sur place. Campagne santé montre quelqu'un qui était totalement détaché. Donc, il n'a pas de lien avec cette affaire. On peut l'écarter définitivement. Le suivant, Hans Hansmann. Quel lien y a-t-il Hans Hansmann avec cette affaire? Curieusement, on nous montre une forme de passion pour ce crime. Et vous remarquerez deux cœurs. Là aussi, on pourrait y voir un lien. Mais je vais y revenir tout à l'heure, dans quelques minutes, ne vous inquiétez pas, voire quelques secondes. Et j'aimerais enfin regarder quel lien a Gustafsson avec le meurtre de ces trois amis finalement, avec lequel il était parti camper. Nous avons la carte beauté. Mais la carte beauté ne montre pas d'agression particulière. La carte beauté semble avoir une attirance morbide plutôt pour cette affaire. Mais n'oublions pas, il est partie prenante. Alors certes, il y a l'histoire des chaussures. Il y a le fait qu'il survive. Mais je ne le vois pas coupable. Restent donc les deux autres personnages. Les deux autres personnages qui semblent clés dans cette affaire, notamment Hans Assmann, qui correspond au portrait robot. Et dans le portrait robot, n'oublions pas qu'un des personnages aux obsèques, malgré le fait qu'on ait dit qu'il n'était pas présent aux obsèques, ressemble trait pour trait. Et puis, il y a l'attitude, ici, du garçon qui avait 14 ans à l'époque, ne l'oublions pas, et qui s'est suicidé à date anniversaire, Pentti Sonnion.
personne n'a pensé qu'ils pouvaient tout simplement être deux. C'est vrai, rien ne dit que les deux se connaissaient. Mais rien ne dit non plus le contraire. Et cela expliquerait pourquoi lui a eu l'occasion de commettre un crime et pourquoi ici nous avons deux flèches dans le cœur, comme deux coups de poignard qu'on vient poignarder, qu'on vient donner. Pourrions-nous avoir Hans Hansmann ayant tué deux personnes et le jeune, finalement, Pentti Soninen en ayant tué une? À partir de là, un adulte, qui plus est soupçonné d'espionnage, aurait les techniques, la force pour frapper Gustafsson et peut-être le laisser là pour mort. Il manquerait plus donc que de voir s'il y a un lien. Quel lien y a-t-il entre les deux personnes, Pentti Soninen et Hans Assmann? Regardez cette carte. Entreprise. C'est pas trop lisible, mais vous la connaissez sûrement. Cette carte du Béline numéro 22. Nous avons de la communication, l'idée d'entreprendre quelque chose ensemble. Au final, la présence de deux personnes. Un adolescent qui s'accuse du meurtre plus tard et qui se suicide à date d'anniversaire. Et un tueur du KGB, un espion du KGB. Nous aurions là le couple idéal pour commettre un meurtre. Un meurtre que les policiers finlandais n'ont absolument pas compris. Ce ne sont pas un coupable qu'il fallait chercher, mais deux coupables. Gustafsson, non. Oui, je sais bien, tout l'accuse. Pourquoi en a-t-il réchappé? Eh bien, tout simplement, l'univers l'a protégé. Pas de tout, pas des retombées. Mais Gustafsson n'est pas l'auteur de ces crimes. Il n'a pas tué sa petite amie de l'époque, ni ses camarades. Non, effectivement, nous avons Pentti Soninen qui a eu l'opportunité. Et pour moi, l'opportunité fait qu'il a profité de tout ça. Il n'avait certes pas la force pour maîtriser trois autres adolescents. Mais aidé de Hans Assmann, lui, il avait cette force. Lui, il avait cette possibilité. Et lui, il a pu maîtriser les trois autres. Qui a tué qui? Je vous avoue, pour moi, c'est Hans Assmann qui a maîtrisé Gustafsson, qui l'a frappé, qui a ensuite eu l'idée d'utiliser ses chaussures pour justement brouiller les pistes, afin de ne pas être inquiété lui, ni Pentti Soninen. Pentti Soninen a donné aussi coup de poignard. Et je pense qu'il a donné des coups de poignard. Je pense que c'est lui qui a tué Imer Blocklin, avec acharnement. Vraisemblablement, un lien existait entre les deux, que la police, encore une fois, n'a pas du tout vu venir. Peut-être avait-il simplement repéré cette jeune fille, et a-t-il voulu se venger, qu'elle le repousse, qu'elle ne veuille pas de lui et qu'elle en préfère un autre. Cela expliquerait beaucoup l'acharnement. Quant aux deux autres, ils ont tout simplement été tués par Hans Assmann. Voilà ce que je perçois moi de cette affaire. Ce n'est en rien ce que la police a trouvé. Certes, ça reprend le nom de suspect. Ça explique le geste de ce gamin, qui est devenu plus âgé après, bien sûr. Mais vous voyez qu'il y avait un lien entre les deux. Et la police n'a jamais pensé à regarder cela. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous pensez de ce crime, de ce tirage, des conclusions de ce tirage. Faites-moi part de vos idées, de vos commentaires,
de comment vous percevez l'affaire, parce que peut-être n'êtes-vous pas d'accord avec mon interprétation, peut-être auriez-vous aimé poser d'autres questions. Donc si vous-même vous faites le Béline, eh bien n'hésitez pas à partager votre expérience. La chaîne est là aussi pour vous donner la parole. Une petite chose, j'ai vu une personne qui n'était pas contente dans les commentaires parce que son commentaire avait été effacé. Sachez que je ne modère pas les commentaires. Mais il y a des mots que YouTube efface. Ou plutôt, des commentaires que YouTube efface. C'est-à-dire si vous employez certains mots, et je ne peux pas vous dire lesquels parce que j'en ai aucune idée, il n'y a pas de cohérence. Parfois des commentaires sont censurés par YouTube. Je ne sais pas pourquoi, alors que d'autres passent qui sont très virulents. La magie de YouTube. Donc n'en veuillez pas à la chaîne si vos commentaires disparaissent. On se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches